Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau numéro hors série du podcast Entre deux mondes. Et dans ce numéro, j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger avec une personne qui a été très importante dans mon parcours, puisque c'est tout simplement la personne qui m'a formé à mon merveilleux métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Cette personne, elle s'appelle Séverine Barbier, et elle va nous parler des états modifiés de conscience qu'on appelle aussi expansion de conscience. Expansion de conscience, ça signifie que dans cet état, on va pouvoir ouvrir nos capteurs et aller récupérer des informations auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès en état de veille normal. On va donc forcément parler d'hypnose transpersonnelle, mais également de thérapie entéogène. Et Séverine va à ce propos nous partager son expérience sur ce sujet. Alors, l'hypnose transpersonnelle et les thérapies via entéogène, ça a pour point commun l'atteinte d'un état modifié de conscience, mais pour le reste, vous allez voir, c'est deux techniques complètement différentes. Je vous laisse écouter et je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Alors Séverine, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'a beaucoup touchée et très heureuse de te revoir après cette année et demie suite à ta formation en hypnose transpersonnelle. Et je crois bien que je vais commencer par là. Je suis du coup la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une approche d'hypnose aussi appelée spirituelle, plus souvent connue sous hypnose régressive, hypnose des vies antérieures. Et c'est comme ça que nous avons eu tous les deux le plaisir de se connaître, puisque tu as suivi cette formation. Exactement. Donc j'ai été très touchée par ton invitation à témoigner de ce domaine et d'autres domaines. Est-ce que tu veux que je présente un petit peu l'hypnose transpersonnelle ? Alors l'hypnose transpersonnelle, j'en parle beaucoup dans les podcasts, mais j'aimerais bien savoir ce sujet des vies antérieures, comment est-ce que ça a fait irruption dans ta vie ? Si je dois être tout à fait honnête, c'est pas un sujet sur lequel je m'étais posée comme si c'était pour moi une évidence. Il y a des choses, en fait, on a l'impression de savoir, d'être sûr que ça soit vrai. Il y a plus eu un avant, avant la spiritualité et un après la spiritualité, c'est-à-dire un peu une notion de je me posais des questions, je me considérais comme quelqu'un d'assez agnostique, donc en recherche justement de sens, en recherche de est-ce qu'il y a quel est le sens de la vie, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est sur Terre et puis qu'on souffre, hein, parce que moi au début quand je me posais ce genre de questions, c'était c'est quoi ce bordel quoi, qu'est-ce que je suis venue faire ici et pourquoi on souffre autant, donc c'était vraiment ce type de questionnement. Et puis finalement, quand tout doucement j'ai commencé à être en quête spirituelle, parce que c'était vraiment ça, cette notion de ok, donc j'ai la sensation que il existe une vie après la mort, qu'il y a plus de sens à ce que l'on peut percevoir dans la vie terrestre. Je me suis pas posé la question de vie antérieure parce que c'était une évidence en fait. Si pour moi la vie après la mort existait, du coup obligatoirement il y avait ce qu'on appelle des vies antérieures. Maintenant, il y avait vraiment cette notion, ce qui m'a vraiment lancée après dans l'hypnose transpersonnelle, c'est le livre de Dolores Cannon, où là, vraiment, quand je suis tombée sur ce livre-là, moi, je m'intéressais plus finalement aux extraterrestres, à la vie extraterrestre que aux vies antérieures. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le livre de Dolores Cannon, et parce que ça aussi, la vie extraterrestre, j'en étais persuadée, j'en étais toujours intimement convaincue. J'avais vu moi-même quelque chose, j'avais vu 2 triangles orange disparaître devant mes yeux, donc je savais qu'il y avait quelque chose. Et quand je suis tombée sur ce livre, je l'ai lu d'une traite et ça m'a semblé évident. Voilà, j'étais ok. Donc ce métier de praticien en hypnose spirituelle, c'est le mien. Je suis quasiment persuadée de faire partie de ce qu'elle appelle les vagues de volontaires pour venir accompagner d'autres êtres à s'éveiller. Et tout ça s'est rentré en résonance. Et j'ai commencé moi-même à me former, à me renseigner sur le sujet. Et de fil en aiguille, l'hypnose transpersonnelle est née. Qu'est-ce qui a fait que d'un jour à l'autre, tu t'es dit, bon allez, ça y est, il faut que je fasse ça, c'est ma vie. C'est quoi l'élément vraiment déclencheur qui a fait que, ok, je me lance, c'est parti.
Ben, c'est ce bouquin. Je veux dire, quand je l'ai refermé, c'était une évidence qu'il fallait que Ah je me ouais, forme. Ouais, c'est vraiment, je l'ai refermé et d'un seul coup, je me suis dit, ok, ce métier, c'est le mien. J'en suis d'accord. sûre. C'est plus mon mental après qui a dit non, de l'hypnose, sérieusement, toi tu vas hypnotiser les gens. Je m'accrochais beaucoup à la notion d'hypnose en fait. Ah Ce oui. que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en fait l'hypnose c'est un outil très accessible parce qu'en fait Hmm. c'est une technique qui s'apprend et qui s'apprend très bien. On peut même l'apprendre d'une manière autodidacte, donc c'est pas le sujet. La difficulté c'est plutôt de poser des questions pertinentes, en tout cas d'essayer. Et de fait, il y a vraiment cette notion de non, ce métier c'est le mien, je me lance. Et mon mental qui me Hmm. disait non, t'attends, qu'est-ce que tu racontes? On va pas faire de l'hypnose, c'est n'importe quoi, etc. Mais vraiment, ça a été le bouquin, ce bouquin-là. Et du coup, à quel moment tu as senti la nécessité de dire, OK, cet outil-là, il n'est pas fait que pour moi et je vais l'ouvrir à d'autres, je vais former des personnes à cet outil en particulier. D'une frustration et d'une certaine colère. C'est parti de là. Pour être tout à fait honnête, quand je me suis formée, je rencontrais énormément de blocages. Pendant plus d'un an, j'avais 50% de mes séances qui fonctionnaient pas, voire qu'à moitié. Enfin, c'était très frustrant. Vraiment, Hmm. j'étais très frustrée. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'analysais ma pratique, j'analysais ce qui n'allait pas, je me renseignais beaucoup sur ce que rencontraient d'autres praticiens. J'échangeais aussi beaucoup avec d'autres praticiens à ce moment-là. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que, je n'étais pas véritablement formée à l'hypnose, j'étais plus formée à une sorte de méditation Ouais, c'est guidée. ça. Hmm. Donc voilà, là ça devient compliqué parce que si on n'est pas sensible à la méditation, bah du coup on ne part pas en transe. Hmm. Deuxièmement, il manquait de ce que j'appelle l'engagement, hein, l'interaction avec justement son consultant pour savoir s'il nous suit toujours pendant l'induction, donc l'induction ce qui amène en transe, ou si au Hmm. contraire il est en train de faire sa liste de courses. Et c'est vrai que dérouler un quart d'heure de méditation guidée sans savoir si la personne elle nous suit toujours dans nos suggestions, c'est un peu compliqué. Il y avait ça, donc l'hypnose. Il y avait également ce que j'appelle les attachements, soit défunts, soit Ouais. entités, ce genre de choses. Quand il y en a, ça bloque. Du coup, les séances ne démarraient pas et j'identifiais pas pourquoi la personne ressentait des douleurs, avait des gênes, avait des blocages. Donc ça aussi, c'est pareil, je me suis formée à libérer tout ce qui est défunt, entités, etc. Et puis, la dernière chose, et ça a vraiment fait toute la différence, et je pense que c'est là où j'ai commencé à recevoir, hein, parce que ça a vraiment commencé comme ça, recevoir des appels de praticiens qui me demandaient si je Hmm. formais à ma technique, à mon approche, eh bien c'est la psychologie. Euh, on m'avait taclé dans une conférence de professionnels sur le fait qu'on accueillait des êtres traumatisés et qu'on ne savait pas accueillir. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait un petit peu piqué, mais force était de constater que c'était vrai, hein. On n'était Ouais. pas formé Hmm. à accueillir des êtres traumatisés. Donc je me suis formée à une psychologie transpersonnelle qui s'appelle la myostésie. Et à partir de là, mes techniques d'hypnose, de libération de défunts, mon approche, parce que j'étais également coach avant cela, avant ce métier-là, j'étais coach professionnel, donc mon approche de cet art du questionnement plus la psychologie, l'accueil des êtres traumatisés, ça a formé très naturellement une approche que j'ai mis en place, que j'ai diffusée au sein des séances sur ma chaîne YouTube. Et en fait, de fil en aiguille, moi, j'étais frustrée, en colère d'avoir dû me surformer autant pour me sentir enfin légitime et puis surtout pour commencer à avoir des séances que j'acceptais comme viables et Hmm. professionnelles, où je ne rencontrais plus toutes ces difficultés que j'avais rencontrées au début. Et puis, il y a des praticiens qui ont commencé à m'appeler en me disant, mais attends, la façon que tu as de faire, elle est quand même très particulière, est-ce que tu formes pas? Donc voilà, ça s'est combiné et ça m'a motivée. Et puis voilà, j'ai eu un jour que j'étais en colère en disant non mais tout cet argent, tout ce temps pour avoir quelque chose de pro, j'ai entendu clairement bah qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour former ta propre approche en fait maintenant? Ouais. Et voilà, c'est parti. Et voilà comment ça a commencé. Euh, Moi, donc, je pratique depuis un an et demi et effectivement, j'ai déjà plein de souvenirs de séances hyper marquantes, de séances vraiment merveilleuses. Toi, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu peux nous dire la séance, est-ce que tu peux nous raconter très rapidement la séance la plus marquante que tu as pu vivre? C'est une séance. Il y en a pas mal, il y en a énormément. J'aime beaucoup les séances qui évoquent les concepts spirituels Ouais. parce que je suis une éternelle étudiante. J'adore apprendre. C'est ce que j'aime d'ailleurs hein, dans notre métier. Mm. C'est le fait que
on a l'honneur d'accompagner les personnes, mais en plus, on est payé pour apprendre. On continue d'apprendre, on continue d'évoluer. Et ça faisait bien déjà au moins plus de 7 ans que j'étais dans le développement spirituel quand j'ai commencé cette approche, mais je n'ai jamais eu autant d'élévation de conscience et de compréhension que depuis que je fais de l'hypnose transpersonnelle, parce qu'on apprend tous les jours grâce à nos séances. Donc déjà, c'est vrai que j'adore tout ce qui est les séances qui évoquent des concepts spirituels. Mais s'il y a une séance quand même qui m'a marquée, c'est une femme qui est maintenant une amie, qui est aussi une surrogate, donc une médium qui fait des séances à la place des personnes ayant un mental très fort. Et du coup, elle m'a marqué cette séance parce qu'elle était pleine d'amour, de lumière. Et en fait, ils m'ont monté cette femme est tellement lumineuse et elle capte quelque chose de tellement puissant et de lumineux qu'ils m'ont monté en vibration, mais alors je crois que j'avais jamais été montée en vibration à ce point-là. Et en fait, je ne contrôlais plus rien. C'est-à-dire que moi, d'habitude, qui ai un self-control de dingue, qui essaye de rester toujours très pondéré dans mes réactions, dans mes rires, dans mes propos, là, je pleurais de joie, littéralement, hein, vraiment, ça pleurait tout seul, je pleurais de joie. Et puis, ça n'arrêtait pas de me dire, il n'y a que l'amour, il n'y a que la lumière. Et au niveau vibratoire où j'étais, c'était une telle évidence qu'il n'y avait que l'amour et la lumière que j'étais, mais oui. Et j'avais mon mental tout petit qui essayait de se faire entendre, qui disait, là, tu ne réponds à aucune de ces questions, c'est la merde. Là, tu fais n'importe quoi. Là, vraiment, sincèrement, c'est bien qu'il y ait de l'amour et de la lumière, mais vraiment, ce serait encore mieux qu'elle revienne avec des réponses à ces questions, parce que là, ça fait 1h30 que vous êtes en joie, en train de pleurer d'amour, de lumière et de tout ce que tu veux, en train de dire, il n'y a que ça, le reste, on s'en fout. Donc du coup, voilà, c'était merveilleux. Ça a été un très très bon souvenir pour nous deux, même si elle est revenue et que le lendemain, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, parce que forcément, redescente oblige. Hein. Et puis surtout qu'elle m'a dit, mais du coup, mes questions. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où on voit la personnalité qui revient, parce que j'étais, oui, tout à fait, je comprends bien. Et en même temps, à ce moment-là, c'était très juste. Ouais. Ça me rappelle le souvenir d'une de mes séances en tant que du coup consultant, où effectivement je me suis connecté à un portail, bon, je sais pas comment on appelle ça, hein, mais en tout cas un endroit, une dimension qui fait que j'étais tellement bien que j'avais plus envie de répondre à mes questions en fait. Toutes les questions que j'avais données aux praticiens, ça m'intéressait plus. Alors lui, il posait les questions et moi, je répondais pas. Mais c'est ce qui est terrible, c'est que finalement nos questions, pour 90% d'entre elles, elles sont terriblement humaines, terriblement liées à la personnalité. Ce qui est tout à fait normal, parce que je veux dire, eux, ils sont mignons là-haut, mais ils n'ont pas nos problématiques humaines, toute la gestion du quotidien, etc. Mais quand on remonte sur leur niveau, d'ailleurs c'est comme ça qu'on réalise que on peut avoir des difficultés parfois à retraduire leurs réponses ou à les remettre. Moi, c'est vrai que j'aime bien reposer des questions, approfondir le questionnement et les ramener dans du concret, dans le concret et dans le quotidien de la personne, parce que eux nous répondent d'une manière parfois trop subtile en fait. Ouais. Ou ils te répondent à une question par une autre question, et du coup on est bien quoi. C'est ça. Donc toujours ramener, je dis toujours à mes stagiaires, ramener le questionnement dans le concret, parce que eux là-haut, à leur niveau, c'est sûr que nos questions les amusent beaucoup. Et donc tu dois avoir un millier d'anecdotes. T'as jamais pensé à écrire un livre? Alors, si, d'ailleurs c'est drôle que tu en parles parce que c'est un sujet en ce moment. Ah bah voilà. C'est un sujet en ce moment. Ma difficulté, c'est que parce que justement j'ai quand même plusieurs centaines de séances à mon actif, je les oublie quasiment instantanément. C'est vrai que j'en fais une tous les jours, du lundi au vendredi, donc j'oublie quasiment à peine la personne est partie. Je pense que c'est aussi un moyen de protection, hein, de ne pas se rappeler tout ce qui nous est dit durant les entretiens ou de tout ce qui se passe pour les séances, que des fois c'est quand même un peu lourd, hein. Il y a des fois c'est rigolo, mais il y a des fois ça l'est un peu moins. Donc je pense que c'est aussi une façon de me protéger que d'oublier. Maintenant, ça me demande du coup, parce que j'ai voulu
voilà, faire des devis de prestations pour, comment ça s'appelle, transcrire les séances qui sont publiées en me disant, bah, je vais m'appuyer sur ça, parce que comme j'ai les autorisations de diffusion, je peux m'appuyer sur déjà les plus de 240 séances qui sont sur YouTube. Mais voilà, c'est genre juste hors de prix, donc ça va me demander d'en écouter certaines, un peu au hasard, de me laisser guider et de voir justement, d'espérer, peut-être faire un sondage en demandant aux personnes quelles sont celles qui leur ont le plus, les séances qui leur ont le plus touché, pourquoi pas. Mais c'est un sujet, c'est en ce moment en cours de réflexion. Ouais, je pense que ça serait intéressant. Donc, tu l'as dit, on a souvent l'occasion de revisiter des concepts spirituels, c'est la petite cerise sur le gâteau. Est-ce que toi, il y a des concepts, il y a encore des concepts qui te sont présentés et que tu découvres, ou est-ce que tu as quand même la sensation d'avoir un bon bagage et que c'est bon, tu t'es assise sur tes, sur, sur tes connaissances, et t'es bien, Je crois que, alors, j'ai eu un temps où alors vraiment, je ne dirais pas que j'ai un bon bagage et que je suis assise et que j'apprends plus rien, parce qu'en fait, je pense que la vie est une école et qu'on apprend vraiment tout le temps et tous les jours. J'ai eu une période, par contre, il est vrai, où j'ai trouvé que les concepts se calmaient un peu. Il y a eu une période où j'en ai eu beaucoup, beaucoup. J'en ai surtout beaucoup, beaucoup quand j'ai un sujet qui pique un peu, quoi. Par exemple, à un moment, j'avais un peu de mal avec, enfin, quand j'ai commencé, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec la dualité. Moi, j'étais en mode, non, mais il n'y a que la lumière, le monde des bisounours, et tout va bien. Bon, ils m'ont vite fait comprendre qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, que c'est juste des questions de point de vue, même pour eux, que c'est que des questions de point de vue, et que du coup, fallait que j'arrête avec mes questions dualistes. Donc ça a été un gros travail de fond pendant quelques mois. Donc voilà, souvent ils me font travailler des concepts quand ils sentent que je suis dans le faux, que c'est pas tout à fait juste et que c'est pas aligné du coup dans mon accompagnement. J'ai eu une période là où j'ai pas eu grand chose, donc peut-être que j'avais aussi besoin d'un temps d'intégration, peut-être que j'avais d'autres choses aussi à vivre, parce que là pour le coup ma vie personnelle m'avait un peu rattrapée, donc j'ai dû me concentrer un peu là-dessus avant de replonger du coup plus dans ma vie professionnelle. C'est possible. J'ai d'autres, et ce sera l'occasion du coup d'en parler, j'ai d'autres concepts qui sont en train d'arriver, mais par d'autres biais, toujours par des états modifiés de conscience, toujours par des trans, mais via d'autres outils, via d'autres approches, on va dire, qui sont assez perturbants, qui remettent beaucoup de choses en cause. Je sais pas du tout, aujourd'hui, j'ai pas du tout encore intégré certaines informations qui m'a été données. Et de quoi ça parle? Ouh, j'ai fait du teasing. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment voilà, d'autres concepts qui arrivent. Après, il y a des concepts qui me perturbent un peu, parce que quand on me dit en gros il n'existe rien, rien n'existe. Ok, et on fait ça, on fait quoi de ça en fait, où tout est fractal. Enfin voilà, donc en fait ça demande une certaine forme de détachement aussi, vraiment de l'ego en ce moment, beaucoup. Ils me font beaucoup travailler sur ça, parfois d'une manière un peu violente, mais voilà, pas inintéressante. Maintenant, voilà, je sens que je suis encore en pleine intégration. Sur les domaines de l'hypnose transpersonnelle en soi, j'ai envie de dire, les concepts, quand je les reçois, sont forcément corrélés au niveau de conscience des personnes qui viennent me voir. Voilà. Donc moi, comme je ne fais pas pour l'instant, en tout cas, de sessions exprès pour avoir certains concepts ou écrire un livre ou ce genre de choses, ce qui pourrait être le cas plus tard, bah c'est des concepts que je croise depuis des années maintenant et dont j'ai l'habitude. Donc c'est pas que je creuse pas, mais voilà, au début de 3, 4, 10 fois, j'ai fait comme si je ne connaissais pas le concept pour voir si je pouvais en apprendre plus à chaque fois. Maintenant voilà, je creuse un peu moins, parce qu'en fait c'est quasiment toujours les mêmes infos qui reviennent, et de fait je me concentre plus sur d'autres approches pour atteindre d'autres niveaux de conscience et d'autres concepts. Ok. Est-ce qu'il y a quand même des concepts ou des thématiques qui toi, t'attirent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment où tu te dis, ça c'est ma came? Oui. Oui. D'ailleurs, à mes dépens, parce que du coup, quand j'ai les infos ou quand je vis certaines expériences ensuite sur ces concepts-là, je les intègre pas. Mais oui, j'aime. Alors, la vie extraterrestre, comme je l'ai dit, beaucoup. Ça, c'était au début beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose qui me fascine, c'est cette notion de temps et cette notion de structure de la réalité.
Voilà, je suis extrêmement fascinée par la structure de la réalité et j'entends la réalité sous toutes ses formes. Donc, de fait, c'est aussi bien ce que l'on appelle la réalité ici-bas. Et on se rend compte qu'elle est déjà multiple parce qu'en fait, il y a autant de réalités qu'il existe d'êtres, et je dis bien d'êtres, aussi bien humains, chats, chiens, vers de terre, etc., etc. Donc, finalement, de toute forme d'énergie vivante sur Terre. Aussi parce que la structure de la réalité, ça peut aller sur ce qui paraît non vivant à l'être humain aussi. De fait, on peut se rendre compte que tout est hyperconscience. C'est un concept que je parle beaucoup justement dans mon approche, l'hyperconscience des choses, et qu'on peut aller parler à un mur, à un triangle, à quelque chose qui paraît pas de prime abord vivant. Concept qui chez les êtres plutôt extraterrestres est plutôt courant, puisque eux ils ont des vaisseaux qui sont bio-énergétiques, biomécaniques, bio tout ce qu'on veut, donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent quand même assez. Et puis il y a les concepts aussi de la réalité, de la structure de la réalité, et là ça va beaucoup plus loin, c'est dans cette notion vraiment de la création de la vie, en fait, de toute forme de vie, mais la vie dans son sens le plus large, hein, vraiment. Et c'est là où ça devient intéressant. Pas forcément facile à intégrer, mais intéressant. Ouais, ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui parle de plein d'autres sujets, mais entre autres de ce sujet-là, qui s'appelle Seth parle, Oui. qui est un livre qui a été écrit dans les années 70. Et d'ailleurs, c'est là où on se rend compte que tout ce dont on parle, tous les concepts dont on parle, c'est des concepts qui ne datent pas d'hier. Et notamment, il parle de la création de la réalité et de comment, quand on est dans l'au-delà, parfois, eh bien, notre mission, ce qu'on aime à faire, c'est de jouer d'apprendre à jouer, à créer un peu les réalités, la réalité, les réalités. Tu disais, et ça fait exactement référence à ce que tu dis, quoi. C'est ça, et d'ailleurs, et là pour rester dans l'hypnose transpersonnelle, je me rappelle tout à fait d'une séance où la personne, elle était sur les plans supérieurs et c'était un bébé apprenti de création. En fait, elle était amenée à créer des mondes et en fait, avant de créer des mondes, elle créait des petits objets. Donc, elle me racontait comment elle créait des petits objets parce qu'elle était en gros dans une équipe qui était l'équipe qui créait les terres, les planètes, les mondes, etc. Donc, c'est pour ça que les gens ont peine à comprendre quand on parle de concepts de type création de la Terre, c'est fait par des scientifiques qui expérimentaient certaines choses. Mais en fait, quand on voit qu'il y a des êtres de lumière, ou pas d'ailleurs, mais des êtres qui savent créer justement les choses, bah oui, forcément, on peut comprendre que c'est des scientifiques. Ce qui est plus perturbant, c'est que dans cette structure de la réalité, il y a aussi cette notion, comme j'expliquais, qui est intimement corrélée de temps, de temporalité, et qu'il y a des cycles qui se répètent encore et encore. C'est un peu comme si, allez, on va créer 10 000 fois la Terre, et puis là on va mettre un peu de ça, et puis là on va mettre un peu de ça, et puis là on va mettre un peu de ça, et puis on va voir quelle est la solution. C'est ça. Ouais, mais si tu commences à mélanger les concepts aussi. Ah bah, écoute, c'est ce que je t'ai dit, hein, pas forcément facile à intégrer en ce moment, ce qui m'est donné en nourriture. Exactement. Alors, dans le sujet des choses pas faciles à intégrer, tu as vécu une expérience dont tu t'es ouverte récemment sur une chaîne que tu as créée, dont tu vas nous en parler. Et c'est tout ce qui est en rapport avec les entéogènes. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que c'est un sujet qui est relativement peu détaillé. Donc, je te laisse la parole. Et je te remercie, oui c'est ça, je te remercie beaucoup parce que du coup c'est la première fois au concours, du coup une webconf, même si c'est en podcast, c'est pareil pour moi, je m'exprime ouvertement sur le sujet. Je commencerai juste pour vraiment quand même déterminer ce que c'est et surtout bien préciser que ce n'est pas de l'hypnose transpersonnelle, que c'est vraiment deux choses à part et que c'est pour ça que j'ai créé 2 chaînes YouTube différentes. Exactement. Et 2 comptes Instagram différents. Alors, la thérapie assistée par entéogènes, c'est les entéogènes, en fait, c'est aussi communément appelé substance psychédélique. Voilà. Moi, je suis pas fan du mot psychédélique
pas que j'ai quelque chose contre, malheureusement c'est plutôt sa connotation qui me gêne, parce que aujourd'hui et particulièrement en France, les antéogènes sont très mal vus, sont souvent connotés comme des drogues et avec toutes les croyances qui peuvent être corrélées aux drogues, c'est-à-dire ou c'est mal, ou tu vas devenir dépendante, ou en fait t'es complètement perché, etc., etc., etc. Donc voilà pourquoi j'utilise le mot antéogène, parce que c'est pas encore en tout cas connoté. Ce qui me va bien, en revanche, c'est que je vois quand même que les choses avancent et avancent plutôt dans le bon sens, dans le sens des antéogènes, puisque ce serait dommage de se priver d'une autre approche, d'autres outils qui sont, en tout cas moi par expérience, absolument formidables. Donc ça, c'est la première des choses pour voilà, définir un peu ce que c'est. Et j'irai plus loin dans ce que permet justement les thérapies sous antéogènes. Et ce qui est important pour moi, par contre, de dire, c'est que ce n'est pas de l'hypnose transpersonnelle. On va dans les deux cas en transe, dans les deux cas, on connecte à des expansions de conscience. En revanche, les thérapies antéogènes utilisent donc des substances, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas le cas de l'hypnose transpersonnelle, puisque c'est l'induction, c'est vraiment un outil c'est une technique, la technique hypnose qui amène en transe, voilà, et qui peut amener en transe très profonde, et quasiment tout aussi profonde pour les personnes qui sont sensibles à cet outil-là. Voilà, ça c'était important pour moi en tout cas de le définir. Maintenant, oui, les thérapies antéogènes. Alors, pourquoi déjà? Parce que c'est vrai que moi je suis dans l'hypnose. Pourquoi? Parce que je pense que, mais ça, chaque praticien qui touche aux expansions de conscience et aux trans, etc., est à un moment ou un autre curieux d'autres approches qui donnent aussi plus ou moins les mêmes résultats. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est état modifié de conscience et psychologie. Voilà, ça c'est mes deux domaines de prédilection, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Ça fait plus de 12 ans que je travaille sur moi grâce à ces approches-là. Donc c'est vrai que je connais extrêmement bien, aussi bien personnellement que professionnellement. Et ma difficulté dans ce travail, c'est que je suis très mentale, je suis extrêmement analytique, je suranalyse tout, ce qui fait de moi, je pense, une bonne praticienne parce que du coup, je pose des questions, je pense, pertinentes, guidées également quand même, parce que j'ai une très forte intuition, donc c'est vrai qu'entre l'analyse et la guidance, ça aide, mais par contre, quand il faut avoir des informations pour moi-même, ça y est, il n'y a plus personne là. Quand il faut lâcher prise. Quand il faut lâcher prise, c'est fini, et puis en plus, j'ai l'impression de bosser constamment parce que j'analyse chaque technique, chaque approche, enfin bon bref, je suis une vraie plaie pour moi-même. Donc forcément, je commençais aussi à être frustrée. Je remarque que la frustration me fait beaucoup avancer dans la vie. Parce que du coup, voilà. je commençais à être frustrée de ne pas pouvoir accéder à la profondeur, parce que je pars en transe, c'est pas le souci, mais je n'accède pas aux informations, donc accéder à des niveaux de transe profonde et ne rien ramener comme information, ça commençait à me fatiguer. Et j'entendais, ça faisait très longtemps que j'étais attirée par ça, mais j'osais pas sauter le pas, parce que moi, si j'avais pas forcément de jugement sur les antéogènes, j'avais par contre moi aussi mes croyances. Donc il y a eu quelques années de travail aussi sur ça. Et puis je me suis lancée, j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer dans un essai. Donc j'ai déjà fait un premier essai avec ce qu'on appelle de la MDMA, qui est une substance, là pour le coup, une des seules substances antéogènes synthétiques. Le reste, on parlera plutôt des champignons magiques. Les gens ont certainement entendu parler de ça, du LSD qui est aussi un champignon, en tout cas à la base, même si maintenant il est synthétisé très souvent. Voilà, la plupart d'iboga, ayahuasca, exactement. Tout ça, c'est des substances naturelles. Ça vient souvent. L'iboga, c'est du bois. L'ayahuasca, c'est le mélange de deux plantes. C'est un breuvage qui mélange deux plantes. Voilà, donc très souvent, c'est naturel. Mais je voulais commencer par la MDMA. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais essayé à 20 ans. Alors, plutôt à l'époque d'une manière festive, mais j'avais vu que c'était très doux. Ça s'appelle d'ailleurs la médecine du cœur. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt pour l'ouverture du cœur, qui était très doux. Et je sentais, c'est une période de ma vie où j'avais été blessée amoureusement parlant, et je sentais que mon cœur en avait pris un petit coup, et je m'étais dit, tiens, on pourrait commencer par quelque chose qui lui fasse du bien à ce petit cœur, pour le réparer très tranquillement. Et ça a été une expérience
complètement incroyable. J'avoue que je m'attendais pas à grand-chose, parce qu'à 20 ans, j'avais dansé. Donc, d'ailleurs, vous pouvez découvrir si ça vous intéresse, hein, sur la chaîne de Thérapie Antéogène sur YouTube. Du coup, je parle de cette expérience. J'avais dansé, il se passait pas, il s'était pas passé grand-chose, si ce n'est que j'avais merveilleusement bien dansé. Hein. Je trouvais que j'avais dansé avec une sensualité absolument incroyable, comme je n'ai jamais dansé. Oui, tout à fait. Ça m'avait fait beaucoup de bien à l'époque. Je me disais que je dansais très bien. Et puis, je savais pas trop à quoi m'attendre 20 ans plus tard. J'avais jamais repris. Est-ce que je danse toujours aussi bien ? Oui, j'avais pas repris de drogue, moi, tout ça, tout ce que je considérais. Donc, je m'étais dit, bon, ça se trouve, je vais danser chez ma praticienne. Je sais pas ce qui va se passer. Et en fait, non, pas du tout. J'ai pas du tout dansé. Il s'est passé deux choses pour moi qui ont été, trois choses très étonnantes et deux choses complètement formidables. La première, c'est que j'ai canalisé. C'est-à-dire vraiment en clairaudience, qui était la première fois. D'habitude, je canalise, j'ai une forte intuition et ça m'arrive de canaliser de temps à autre une phrase, un mot, mais j'ai pas d'échange, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très, c'est généralement pour des tournants clés, comme l'hypnose, par exemple. Mais si, en gros, j'avais vraiment canalisé ou des choses très clés dans ma vie. Par contre, c'était jamais en lien avec un échange avec un autre être. Donc ça, c'était déjà assez étonnant. Et la deuxième chose étonnante, c'était le fait que ça soit mon fils. Voilà, pour les auditeurs du tout qui ne connaissent pas mon histoire, et j'imagine que quasiment tout le monde, j'ai perdu un petit garçon il y a 12 ans, et ça a été justement le début de cette quête spirituelle, hein, de cette recherche de existe-t-il une vie après la mort, vais-je revoir mon fils? Forcément, je pense comme toute maman, c'est une quête assez légitime, enfin comme toute maman, comme tout parent d'ailleurs, hein. Et puis donc, et c'était la première fois, voilà, c'est la première fois que je rentrais en contact avec mon fils sans intermédiaire. Mais du coup, tu dis que c'était de la clairaudience, donc c'était sa voix ou c'était pas sa voix, mais c'était son énergie, tu sentais que c'était son énergie. Ouais, c'est ça. Son énergie, parce qu'il s'est pas présenté à moi. Moi, quand j'ai perdu mon fils, il avait 7 ans, donc et d'ailleurs c'est là où j'ai vu que c'était pas mon mental, parce que j'aurais éventuellement canalisé, mon mental aurait pu se dire ça aurait été un enfant, il avait 7 ans, etc. Là, c'était plutôt un égal, en fait. J'avais vraiment aussi l'impression d'avoir un homme quasiment. Alors, l'âge sur les plans supérieurs ne veut rien dire, mais il s'est présenté à moi d'une manière très égale, en fait, comme s'il avait lui-même 40 ans et qu'on échangeait. Bon, sauf qu'il se moquait gentiment de moi, parce qu'apparemment, moi, j'avais oublié beaucoup de choses sur ma vie terrestre, où il me disait, mais tu te rappelles pas? Bah non, en fait. Je me rappelle pas trop de ce qu'on avait déterminé, etc. Donc, ça, c'était assez incroyable. Et de canaliser mon fils pour la première fois sans intermédiaire. Et la deuxième chose, et c'est sûr que je ne pouvais pas inventer un truc pareil, c'est que, et surtout pas de le faire avec ton fils, c'est pas quelque chose que tu fais normalement avec ton fils, c'est qu'il a décidé qu'on allait travailler en psychothérapie sur l'ensemble de mes couples qui ont compté pour moi. Ah oui. Il m'a dit, on va les revoir, toutes les relations qui ont compté, pour voir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'eux ont appris, où est-ce que tu as merdé, etc. Autant dire que jamais j'aurais pensé faire ça, et que, encore moins avec mon fils. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé d'ailleurs par son papa, hein, Fallette, que fut son père dans cette vie. Et ça a été ça. Pendant 2 heures, on a été voir... couple après couple, et ce qui était très drôle, c'est que le jour de cette cérémonie, parce que du coup les sessions sous antéogène, c'est comme ça que je les appelle, hein, il y a des rituels, des protections, on pourra en reparler un peu après si tu veux, mais voilà, en tout cas c'est des cérémonies, et le jour de cette cérémonie, je m'étais vraiment engueulée avec mon ex-mari, et j'estimais, mais vraiment être en plein droit, quoi. Et pas du tout, apparemment. Il m'a mis les points sur les i. Il m'a fait ressentir ce qu'avait ressenti du coup cet homme. Ouais, ça m'a un peu calmé. Ça lisse l'ego. On a des approches qui lissent l'ego. Donc c'était vraiment super. C'était génial. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que voilà, j'ai compris déjà pour tout ce que j'ai vécu, d'avoir reconnecté mon fils surtout, mais aussi parce que j'ai compris la puissance de la thérapie assistée par psychédélique. J'en ai vraiment vu tout l'intérêt. Parce que quand j'ai continué, hein, parce que bien sûr j'ai continué avec d'autres antéogènes, mon travail, j'ai eu d'autres travail sur d'autres sujets, plein d'autres à chaque fois, quasiment systématiquement, ou des concepts spirituels. C'était la même qualité de transe, c'était le même, tu vois, moi j'aime bien mettre ça sur une échelle énergétique,
pour dire, bah voilà, on monte à tel niveau vibratoire, entre guillemets, et j'imagine, je me le représente comme ça. Est-ce que tu as la sensation que, en fonction des différentes substances, tu étais au même niveau ou un peu plus haut, un peu plus bas, tu arrives à le... Alors, non, c'était pas toujours au même niveau, mais il y a une des raisons, c'est qu'en fait, mon mental est tellement fort, c'est que je ne me fais jamais dépasser par le produit. C'est-à-dire que souvent, on parle de cérémonies qui durent 5-6 heures. Moi, si mes cérémonies, elles durent 2 heures, c'est déjà le bout du monde. C'est-à-dire que je sens que même là, je garde encore le contrôle sur les substances tellement je suis... Ah ouais. Voilà, tellement je sens que je cherche encore à garder le contrôle, que je prends très souvent le pas sur les substances. Donc en fait, il y a des fois, je vais arriver plus ou moins à lâcher, mais en fait, en réalité, j'ai toujours le contrôle. Ça m'est arrivé une fois, et je vais raconter justement, parce que ça, c'était vraiment, ça m'a appris encore autre chose. Une fois de me faire dépasser par la substance, ça a duré 3 minutes. Mais c'était 3 minutes extrêmement choquantes. Maintenant, sinon, non. D'une manière générale, j'ai toujours le contrôle sur les substances parce que je sais justement que je suis une ultra résistante, vraiment, pour une raison encore que j'ignore, et je pense que ce sera un vrai sujet de travail, véritablement sur la raison pour laquelle il est mieux pour ma personnalité de garder le contrôle à tout prix, même sous antéogène. Aussi parce que la qualité des produits, parce que je pense qu'en fait notre corps ne réagit pas pareil selon les substances, hein. Forcément il y a des substances on y est peut-être plus ou moins sensible, ça c'est clair et net. Et aussi pourquoi, parce que chaque substance a sa signature en fait, hein. On n'expérimente pas du tout les mêmes choses. Il y a des fois c'était de la clairaudience, il y a des fois c'était de la vision en fait, alors que d'habitude je suis pas du tout visuelle. Et il y a eu des fois, par exemple sous l'iboga, quand je suis partie faire ma retraite spirituelle au Gabon pendant 15 jours, c'était essentiellement du ressenti et de la vision. Donc ça dépend vraiment les substances qui vont pas créer la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait elles n'activent pas les mêmes neurotransmetteurs dans le cerveau, et de fait ces recablages neuronaux qui se passent n'activent pas du tout. Il y en a, ça va être plutôt des sons, d'autres plutôt de la vision, etc., etc. Donc chaque substance a vraiment sa signature. Qu'elle soit naturelle ou synthétique change aussi quand même beaucoup la donne, je trouve. Et d'ailleurs, le message qui m'était quand même très clairement délivré, c'est tout ce qui est de synthèse tranquille, quoi. On y va de temps en temps, mais c'est vraiment pas ce qui est à favoriser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et ça, c'est l'expérience qui me l'a fait dire, c'est qu'il y a des temps d'intégration à respecter aussi, surtout quand on sent qu'il y a eu quelque chose de travaillé qui a été très lourd, voire un peu choquant pour la personnalité. Et c'est important. Là, par exemple, moi, c'est vrai que je suis dans une phase d'intégration où, pour l'instant, depuis plusieurs semaines, je ne fais plus de cérémonie. Oui, parce que j'ai été extrêmement choquée. Enfin, ma personnalité a été extrêmement choquée par ma dernière cérémonie. Et c'est ça que j'ai eu du mal à intégrer, justement, parce que là, pour le coup, à chaque fois... Chaque cérémonie, c'était comme si il fallait que ça soit thérapeutique, dans le sens où je me disais non, mais moi si je prends des drogues, hein, vous voyez, c'est vraiment cette notion de même moi j'avais encore mes croyances, c'était ah non, mais si tu prends des drogues, faut que ça soit pour une bonne chose, donc ça peut être que thérapeutique. Et en fait j'ai clairement reçu en information que il y a un moment il va falloir que moi aussi je travaille sur moi-même au niveau des croyances si je voulais pouvoir finalement faire conscientiser d'autres personnes que c'en était pas, parce qu'en fait je voulais 2 choses, c'était et travailler sur la thérapie bien sûr, parce que c'est vraiment les substances antéogènes, enfin les antéogènes aident à ça, mais également développer sur des concepts spirituels, et ils m'ont expliqué que ce serait impossible tant que j'étais dans cette croyance-là, parce qu'en fait je ne laissais pas la place au voyage, vu que je le contrôlais constamment, et de fait que si je ne laissais pas la place au voyage, il ne pouvait pas y avoir de voyage spirituel qui allait m'apprendre des concepts. Et moi, pendant que j'étais en train de travailler en thérapie, je voyais mon conjoint qui lui partait justement en exploration de concepts à fond, parce qu'en lui c'est un hypersensible et qu'il se laisse complètement aller en fait. Ouais, et justement, quand tu dis que qu'il y a quelque chose qui t'a choqué, est-ce que, je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, de savoir qu'est-ce qui a fait que c'était choquant, qu'est-ce que ça a supposé derrière en fait pour toi? Alors, on peut, hein, parce que cette vidéo, j'en parle également sur ma chaîne YouTube, donc on peut en parler, enfin vraiment ça ne me dérange pas. J'avais déjà
au cours d'une autre, c'était même pas vraiment une cérémonie, mais j'étais un peu dans un état de transe quand même. J'avais reçu l'info, j'étais vraiment en transe et je regardais le ciel. Je me rappelle, j'étais vraiment en train de regarder les étoiles. Quand d'un seul coup, j'ai reçu l'info que si notre monde et notre réalité étaient une illusion, les plans supérieurs aussi. Du coup, j'étais en mode, d'accord. Oups. Du coup, on en parle ou bien? Et en fait, ça m'expliquait que, bah, forcément, si notre réalité était illusoire, les plans supérieurs l'étaient également, tout autant, puisque on était en lien avec ces plans supérieurs. Donc, si on était illusion, eux aussi. Mais ils étaient finalement aussi imaginaires que nous l'étions nous en fait. Donc voilà, ça a commencé comme ça au cours même pas vraiment d'une cérémonie où j'ai commencé. Et du coup, quand j'ai commencé à canaliser cette info, parce que là c'était de la clairaudience, donc du coup j'ai dit mais qui me parle? Qui me parle parce que je comprends pas. Et ça m'a pas répondu là en clairaudience, ça me l'a fait ressentir. En fait, j'ai senti que c'était le tout. Voilà, j'ai senti que je connectais le tout et que cette notion de, en fait, tout existe mais rien n'existe vraiment. Voilà, c'était le concept un peu qu'on commençait à essayer de me faire ressentir. Donc bon, sur le coup, il a fallu que j'intègre aussi un peu ça en me disant ok, en même temps, c'est pas délirant puisqu'effectivement on est en lien avec eux, donc ils sont finalement aussi réels que nous le sommes. Et si je me sens réelle dans cette réalité, bah, c'est ok pour qu'ils le soient de la même façon sur les plans supérieurs, pourquoi pas. Et ensuite, là où pour le coup ça a été beaucoup moins drôle, c'est que j'ai voulu essayer ce qu'on appelle la salvia divinorum. Je pense que chose que je ne fais pas habituellement, je pense que je me renseigne plus d'habitude sur les entéogènes. Là, je crois que j'en avais un peu marre parce que justement, même les entéogènes, ça marchait des fois qu'à moitié. J'accédais, une cérémonie sur 3 fonctionnait, mais les 2 autres, franchement, j'aurais fumé un joint, je crois que j'aurais eu à peu près le même effet. Donc, franchement, pas grand-chose, quoi. Et j'avais lu que c'était l'une des substances les plus puissantes qui existaient, et surtout si on la fumait, du coup ça se fume ou ça se mâche, mais surtout si on fumait ces extraits, du coup des extraits, et qui dit extrait, ça veut dire en fait un concentré de salvia, et il existe des concentrés x5, x10, x20, x40. Et j'avais lu un truc du style, le x40, attention, pour psychonautes, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui prennent des entéogènes, pour psychonautes expérimentés, vous savez ce que vous faites. Donc quand j'avais lu ça, je me dis, bon, je me considère pas du tout comme une psychonaute expérimentée, donc on va peut-être pas prendre la x40, mais comme je semble être résistante aussi aux entéogènes, je vais prendre une x20. Je coupe la poire en deux. Voilà, mon raisonnement me semblait très logique, hein, vraiment, en tout cas à ce moment-là, très logique. Bon, je sais ce qu'on a fait hein, en cérémonie. On a du coup, avec mon conjoint, fumé de la salvia. Et en fait, la petite anecdote, c'est que quand je l'ai fumé, tout le monde disait il faut garder la substance fumée et retenir sa respiration pendant 10 secondes. Et tout le monde me disait mais personne ne tient 10 secondes. Moi, je commence à compter, évidemment, je les tiens et je les tiens large. Donc, je commence à me dire ça marche pas comme d'habitude. Enfin bref, je suis frustrée. Et en fait, c'est là où ça a commencé à devenir compliqué, c'est que ça a été ma dernière pensée. Et puis en fait, d'un seul coup, je me suis littéralement sentie, je sais même pas comment le dire, littéralement engloutie par une vague de matière, d'accord ? J'avais l'impression d'être noyée dans cette vague de matière. C'était pas agréable du tout. Je comprenais rien à ce qui se passait. Il y avait, je crois, mais j'ai eu beaucoup de mal même à intégrer le souvenir pour dire à quel point je sens qu'il y a eu une sorte de déni, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de fractal. Il y avait quelque chose, une notion de cycle et de répétition. En tout cas, il y avait quelque chose d'un peu fractal, de couleurs fractales, etc. dans lequel j'étais noyée, qui me semblait être de la matière. Et quand j'ai voulu, comme je ne comprenais pas, comme je me sentais me dissoudre en fait, comme je sentais ma personnalité se dissoudre dans cette masse de matière, j'ai commencé, vu que on était en cérémonie chez moi, j'ai une grande terrasse, donc on était sur la terrasse chez moi qui est complètement protégée, etc. Je me suis raccrochée à ce qui semblait m'appartenir, c'est-à-dire mon appartement qui était là, ma vie, à savoir l'hypnose transpersonnelle. Et je me rappelle que je me suis clairement dit, mais c'est quoi ce bordel? Non, et cet appart et l'hypnose transpersonnelle. Et c'est comme s'il y avait une espèce
de dissolution totale, comme si on me faisait comprendre qu'en fait tout ça, mais absolument tout ça, la part, l'hypnose transpersonnelle, tout ce qui existait, tout ce qui composait ma vie, c'était une grande illusion en fait, une très très grande illusion. Et j'ai senti, je sentais littéralement que j'étais en train de me dissoudre, que ma personnalité, mon ego était en train de se dissoudre. Et ça se manifestait en plus visuellement, parce que d'un seul coup, en regardant, du coup, j'ai essayé de me raccrocher à mon appartement et je regardais l'immeuble et je voyais l'immeuble fondre ou couler ou je sais pas ce qui se passait, mais voilà, je sentais littéralement que toute la matière se fondait, que je faisais partie intégrante de cette matière, littéralement, et j'ai ressenti une terreur, j'ai pas d'autres mots, hein, vraiment, une terreur que de me sentir fondre, de sentir ma vie se dissoudre, de disparaître en fait dans cette masse de matière. Et d'autant plus que je sentais que cette matière, c'est comme si elle recouvrait quelque chose d'autre, comme si, je le vois un peu comme une peau d'orange, comme si c'était la peau d'une orange de quelque chose de beaucoup plus puissant, de très puissant, vraiment. Et je ne savais pas ce que c'était en fait, cette masse qui accueillait du coup les comment ça s'appelle, cette matière-là dans laquelle j'étais fondue, littéralement. Et en suivant du coup cette masse qui fondait, qui était mon immeuble, hein, qui était moi, qui était mon immeuble, qui était tout ce qui m'entourait, parce que tout se confondait, c'est là où d'un seul coup j'ai vu juste la tête de mon conjoint ressortir. Et quand je l'ai vu, je me suis raccrochée à ça en fait. Vraiment, j'avais tellement peur parce que je me sentais me dissoudre que je me suis raccrochée à lui et je me suis rappelé que j'avais une forte intuition que je lui avais dit prends-moi dans tes bras, je me mets devant toi, tu me prends dans tes bras parce que il y a un truc, voilà, j'avais cette intuition là. Et quand je l'ai vu, du coup, je me rappelle l'avoir regardé et je le voyais lui aussi, juste sa petite tête qui ressortait de cette masse fondue et l'avoir regardé en lui disant tu es vraiment là. Et il comprenait pas du tout ce qui se passait. Et il m'a dit oui. Et je lui ai fait non, mais tu es vraiment là et tu es en train de me tenir comme je te l'ai demandé. Et moi, je ne ressentais plus du tout cette réalité. Et il m'a dit oui. Et c'est là où, en fait, je me suis tout doucement, je suis sortie de l'expérience. J'ai raccroché à la réalité. Mais par contre, voilà, ça a été extrêmement difficile et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, parce que c'était... il y a vraiment le concept, oui, la dissolution de l'ego et il y a le vivre, en fait. Et vivre la dissolution de l'ego, ça peut être terrifiant, en fait. Du coup, j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent, surtout ce sujet des substances antéogènes, bah, ils peuvent avoir quand même pas mal de peur ou de... Ouais, c'est ça, de peur, de croyance peut-être. Qu'est-ce que tu leur conseillerais si c'est un sujet qui malgré tout les attire et qui sont un peu de cet espace entre deux, quoi? On est très souvent, en fait, quand on touche aux antéogènes, dans cet entre-deux. Il faut vraiment comprendre ça. La première chose que je conseillerais, c'est vrai qu'au début, comme j'avais fait que de très jolies expériences, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui est très légitime, parce qu'en fait, 95% de ce qu'on va vivre vont être des expériences absolument formidables, mais qu'il faut juste avoir conscience que on peut vivre aussi des expériences qui paraissent moins lumineuses, et pourtant qui sont extrêmement fondateurs, qui sont extrêmement constructifs, enseignantes. Voilà, exactement, merci. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut juste en avoir conscience. Et toujours garder en tête que chaque expérience a une fin. Une expérience, ça a un début et ça a une fin. Voilà. Et ça, c'est très important de le garder en tête quand on vit ce genre d'expérience-là, de bien se rappeler qu'il y a une fin. Deuxièmement, d'être toujours accompagné. Je ne fais jamais de cérémonie seule. Jamais, jamais, jamais. Je le fais toujours avec des personnes qui sont expérimentées et c'est très important d'être accompagné. Voilà, ça c'est très important. Troisièmement, on ne fait pas ça si on a des troubles mentaux. Ça paraît bête, mais si on sait qu'on souffre de bipolarité, de troubles psychiatriques ou ce genre de choses, on ne le fait pas en fait. On ne va pas aller rajouter. En tout cas, on ne le fait pas sans médecin, ça c'est clair. Il faut être accompagné par un médecin. Voilà, ça c'est très très important. Par exemple, la salvia, s'il y a le moindre trouble, moi sincèrement je sais que j'ai eu vraiment du mal à me raccrocher à la réalité ensuite, hein. Ça a été extrêmement difficile et ce qui m'a sauvée, c'est que je suis très stable émotionnellement et psychologiquement parce que j'ai eu énormément de mal à intégrer émotionnellement et psychologiquement cette expérience. Si j'avais été instable, il y a de quoi vraiment rendre fou. Donc ça c'est la première des choses. Donc déjà il y a des substances qu'on évite. On va prendre des substances qui sont plutôt bien étudiées par la médecine,
médecine, à savoir la psilocybine, donc les champignons, la MDMA, le LSD. C'est des choses qui sont plutôt très bien étudiées. On va pas prendre des substances qui le sont un petit peu moins ou qui sont extrêmement puissantes du style iboga, salvia, etc., etc. Voilà ce que je dirais. Et Ouais, juste, pardon, et pour finir, juste la dernière chose, vous ne le sentez pas, il y a une cérémonie, vous avez le droit jusqu'au dernier moment de dire non, pas aujourd'hui, Ouais. non, stop. Parce que on appelle ça le set and setting, le cadre. Aussi bien le cadre, c'est-à-dire la cérémonie, où est-ce que se déroule, qui est l'accompagnateur, dans quelles conditions, que l'état d'esprit vont influencer, les deux vont influencer l'expérience. Donc si vous avez des peurs, il y a toutes les chances que vous partiez en bad trip. Si vous n'êtes pas bien préparé, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Jusqu'au dernier moment, il faut savoir s'écouter et dire non. Tout à l'heure, tu as parlé de la médecine. C'est quoi justement la position officielle ou officieuse de la médecine par rapport à ces substances dites psychédéliques? Et est-ce que ça commence un petit peu à bouger? Il y a beaucoup de divergences, énormément de divergences. En France, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de fausses croyances. On n'est pas les plus avancés, pour être tout à fait honnête, pour ne pas dire qu'on est les plus en retard dans le domaine. Faut recontextualiser un peu, c'est-à-dire que dans les années 60, la MDMA, le LSD, etc. étaient particulièrement utilisés aux États-Unis, d'accord, pas que d'ailleurs, en Europe aussi, mais surtout aux États-Unis, dans le traitement déjà thérapeutique. Ils avaient parfaitement conscience de ce que ça permettait. Je veux dire, souvent vous entendrez dire sous MDMA, on va gagner en une fois, on va prendre 1 an de psychothérapie. C'est difficile de quantifier, mais honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par expérience, j'ai fait des bonds en termes de thérapie complètement incroyables, parce que c'est quelque chose où en fait, on est très intériorisé et on va travailler entre soi et soi-même, et d'une manière très douce, dans le sens où on va faire des liens, des connexions, on va aller revoir des choses sans forcément être submergé par notre émotionnel. Donc ça nous permet d'aller voir des traumatismes d'une manière très très douce. Donc c'est vrai qu'avant les années 1960, sincèrement, il y avait énormément de thérapies qui étaient sous antéogènes. Et puis malheureusement, voilà, il y a eu ensuite une guerre contre la drogue par Nixon, parce que la difficulté, c'est que quand on reconnecte à ce genre de substance, on reconnecte aussi à l'amour, on reconnecte aussi à la lumière, à la paix, etc. Et ça donne pas envie de se battre. Si on recontextualise, dans les années 60, on est en pleine guerre au Vietnam, et les jeunes ne voulaient plus s'engager. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si les jeunes ne voulaient plus s'engager parce que justement les hippies étaient en mode nous, faites l'amour, pas la guerre, hein. Voilà d'où vient le slogan, faites l'amour, pas la guerre. Eh bien, il y a vraiment cette notion de ok, eh bien, on va clairement diaboliser tout ça. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que c'est difficile de mettre des brevets sur des plantes. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc voilà. Donc c'est il y a eu plein de petites raisons comme ça qui fait que il y a eu une diabolisation de ces substances. Il aurait mieux valu qu'elles soient encadrées, parce que finalement, ça a fait plus de mal qu'autre chose après. Et puis surtout, on a perdu des aspects thérapeutiques très intéressants. Et depuis quelques années, une dizaine d'années, aux États-Unis, à Londres, surtout aux États-Unis, à Londres, en Europe, en Suisse particulièrement, et d'autres pays, hors France, la recherche a repris. Il y a maintenant de plus en plus d'études, pour être honnête, il y a des centaines d'études qui montrent que ce sont justement des grandes aides, que c'est une véritable révolution qui est en cours et que les substances peuvent vraiment aider. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on est un peu à la bourre en France. Je pense que ça va finir par s'ouvrir, et j'espère sincèrement qu'un jour il pourra y avoir justement des praticiens qui accompagnent avec les antéogènes. Ok, c'est très clair. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, tu avais accédé à toute cette canalisation, ce champ de conscience élargi. Comment est-ce qu'on revient dans sa vie normale après? Comment est-ce qu'on revient dans sa vie quotidienne? Est-ce que, du coup, justement, tu parlais de toutes les personnes qui ne voulaient plus s'engager, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu difficile même de se reconfronter à la vie quotidienne? Si, c'est difficile quand on est seul.
Si on est 7 milliards à comprendre que le monde tourne pas rond et qu'on veut le changer, ça le deviendrait beaucoup moins en fait. Donc c'est un petit peu le centième singe, hein, c'est un peu la théorie du centième singe. C'est que c'est difficile tant qu'on est seul et que moi quand je suis revenue avec ces nouveaux concepts, il m'a fallu quelques jours quand même, hein, vraiment de... je me rappelle que la première personne que j'ai rencontrée dans la rue, j'ai eu peur en fait. J'ai ouvert ma porte et j'avais l'impression vraiment, j'ai eu peur. Je sais pas comment le dire autrement. Donc vraiment, il y a cette notion de déjà, il faut être sain d'esprit, voilà. Même si, et vraiment, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est illégal, soyons clairs. Il y a beaucoup de fausses croyances et c'est illégal. Donc c'est quand même très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, les études montrent, par exemple, que sous MDMA et LSD, etc., des gens qui ont des TOC, des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, qui sont déprimés, par exemple, avec les champignons, ça aide beaucoup la dépression. Il y a énormément de choses qui, aujourd'hui, montrent que les personnes, même ayant des troubles mentaux, peuvent être accompagnées avec certaines substances, tant qu'ils sont accompagnés au sein de thérapies, accompagnés de médecins. Il y a même des séries, aujourd'hui, sur Netflix, il y a une série de 4 épisodes qui s'appelle Aux confins de l'esprit, qui est absolument génial et qui montre justement à quel point on peut aider, accompagner les personnes avec ça. Donc il y a beaucoup de documentation qui est en train de sortir en ce moment. En français, on en a plein. On a les livres du docteur Olivier Chambon, Jocelyn Morisson. Voilà, il y a vraiment des personnes à suivre qui sont très intéressantes et qui parlent très bien du sujet. Maintenant, difficilement, quand on est la tête sur les épaules, ça arrive par le faire parce que j'ai la chance d'avoir une capacité de résilience énorme qui m'a beaucoup aidée dans la vie, forcément. C'est ce que j'ai mis en œuvre pour intégrer cette expérience. Maintenant, de toute façon, oui, c'est sûr qu'on accède à certains niveaux d'amour dans d'autres cérémonies. On accède à une telle lumière, à un tel niveau d'amour. Enfin, sous Iboga, donc le bois sacré que j'ai pris au Gabon, j'ai canalisé, mais sous forme de ressenti, la Vierge Marie. J'ai ressenti un amour inconditionnel comme je n'en ai jamais ressenti de toute ma vie. Et j'ai ressenti la puissance de sa protection. Et honnêtement, ça ne peut que remplir même si c'est difficile ensuite de voir le monde tel qu'il est, dans l'état qu'il est surtout, ça ne peut que nous nourrir, que d'accéder à cette lumière, à cet amour, etc. Donc moi je le prends plutôt comme une chance que comme une difficulté ensuite, en me disant tant mieux, parce que moi si je rayonne cet amour et cette lumière, ça fera peut-être rayonner d'autres, et puis ça veut dire que je peux en parler, et puis ça veut dire que d'autres pourront peut-être accéder à ça, etc. Donc je le vois plutôt dans un aspect positif, en espérant qu'un jour il y ait ce centième singe qui fait que le monde bascule enfin, quoi. Ouais, comme d'habitude, tout est une question de regard qu'on porte sur les choses. C'est ça, c'est ça. Donc je le vois plutôt sur un aspect, oui, ça peut être difficile, et en même temps, c'est que du plus en fait, c'est que du positif. Exactement. Donc cette chaîne que tu as créée, cette chaîne YouTube, ce compte Instagram, ton ambition derrière ça, c'est de parler un peu plus librement de ce sujet, c'est ça ? Tout à fait. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, clairement, c'est pas de faire de l'accompagnement, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est totalement illégal. L'idée... je vais donner mon ambition à moi, Séverine, ma personnalité, et celle que j'ai eue en canalisation. Parce que du coup, c'est un peu deux sujets différents. Moi, au début, pour être tout à fait honnête, je comptais pas du tout en parler. Enfin, j'avais pas du tout pour ambition de me dire « Oui, tu vas parler de drogue devant tout le monde ». Bien sûr, parce que c'est comme ça que c'est vu, hein. C'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens perçoivent ça. Ils perçoivent pas ça comme un outil thérapeutique ou de développement spirituel. Donc non, franchement, je comptais faire et je le faisais pour moi, parce que justement, j'étais une ultra résistante. Donc moi, Séverine, elle faisait ça pour ça. Et puis ensuite, au cours des différentes canalisations, ça m'a dit « Ah ah ah, tu es drôle, tu es quand même quelqu'un qui est spécialisé dans les expansions de conscience, la psychologie, etc. etc. Donc, ce serait bien que tu en parles et que tu ouvres d'autres consciences justement à ces autres approches, à ces autres possibilités de trans, à ces autres possibilités d'expansion de conscience. Et de fait, j'ai senti que j'étais très poussée à communiquer sur ces sujets-là au cours de voilà, ce qu'on est en train de faire, mes 2 vidéos, etc. Donc c'est ce qui m'a motivée à créer cette chaîne YouTube Thérapie Entéogène, ce compte Instagram aussi.
Et puis, donc moi je pensais que ça allait s'arrêter là, hein, puisque je rappelle quand même que voilà, en France pour l'instant, c'est pas, les entéogènes sont pas friendly, hein, on n'est pas très bien accueillis avec ça. Et puis j'ai canalisé en 2 heures tout un plan de formation, c'est-à-dire que je suis en pleine expérimentation. Je ne suis moi-même pas formée, ce que je compte faire, hein. Je suis effectivement en ce moment en train d'organiser ma propre formation pour devenir praticienne assistée en thérapie psychédélique. Mais je suis pas moi-même formée, je suis pas moi-même, je suis en plein expérimentation et en fait j'ai reçu en 2 heures tout le plan d'une formation, voilà, complet. Ça c'est Donc fait. voilà. Et donc du coup je me suis dit très bien, je ne sais pas trop ce que je vais en faire étant donné que alors est-ce que ce sera l'occasion un jour d'une formation à l'étranger, parce qu'il y a des pays qui sont quand même plus ouverts à ça et qui sont pas très loin de la France, hein, non plus. Voilà, est-ce qu'un jour je proposerai ça? Je sais pas. J'ai canalisé ça donc j'ai pris, mais je ne sais pas. Ok, en attendant, du coup, tu vas continuer à tester faire d'autres expériences, c'est ça? En attendant, parce que s'il y a quelque chose auquel je crois, je l'ai toujours cru, hein, c'est-à-dire que, et déjà pour l'hypnose transpersonnelle, j'ai toujours tendance à dire aux stagiaires, pratiquez sur vous, vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas, c'est pas possible. Moi, c'est parce que j'ai tellement galéré avec mon mental que je sais faire, donner des explications préliminaires pour donner des règles du jeu qui vont essayer de switcher le mental, etc., etc. Donc, s'il y a bien en tout cas un domaine où je crois qu'il est essentiel d'avoir énormément pratiqué, c'est celui-ci, parce que c'est pas possible d'accompagner quelqu'un quand on sait pas ce que c'est que la terreur, par exemple. Je veux dire, je n'avais jamais vécu avant cette expérience dont je vous ai parlé, la terreur, véritablement, ce que c'est que la terreur d'être dissoute, d'avoir sa vie, sa personnalité complètement dissoute, ou de vivre ce qu'est la reconnexion à l'amour inconditionnel, à la protection de certains êtres de lumière. Tout ça, c'est quelque chose, bien sûr qu'on peut le lire, mais ça reste, ça paraît juste finalement une évocation très New Age tant qu'on l'a pas vécu en fait. Et Dieu seul sait que je suis vraiment pas dans ces trucs un peu New Age, justement, que j'ai tendance à simplifier, à rendre plus pragmatique, etc. Mais quand on le vit, d'un seul coup, on comprend ce que c'est que la lumière et la protection de Marie, son amour bienveillant, on sait ce qu'est la terreur de la dissolution de l'ego, on sait ce que, voilà, etc., etc. Et pour ça, faut le vivre. Ça, c'est expérientiel. Ça ne peut pas s'expliquer, en fait. C'est ineffable, en fait. Très bien. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais on va pas faire un épisode qui dure 3 heures. Donc, je vais te remercier infiniment pour ta présence, pour toutes ces explications passionnantes. Je recommande à toutes les personnes qui souhaiteraient creuser le sujet, eh bien, d'aller visiter ta chaîne YouTube, donc Thérapie Entéogène, et puis de poser des questions, de s'intéresser, de creuser ce sujet-là. Habituellement, il y a une question que je pose avant de terminer ces formats hors série. C'est qu'est-ce que serait le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui s'éveillent à ce monde du subtil? C'est une très bonne question. Écoutez-vous. Et comme je l'ai dit, et pour m'intéresser particulièrement aux structures de la réalité, il existe autant de réalités qu'il existe de personnes. Ce qui vont convenir à d'autres ne vous conviendront peut-être pas du tout, et ce qui va vous convenir à vous ne conviendrait peut-être pas du tout à d'autres. Donc s'il y a bien quelque chose qui me semble essentiel, moi c'est vraiment un principe, c'est-à-dire que si j'avais écouté les autres, je serais pas du tout aujourd'hui praticienne en hypnose transpersonnelle, j'aurais encore moins essayé des entéogènes, enfin vraiment j'aurais essayé de rentrer dans les clous. Malheureusement, j'ai jamais réussi. Voilà, j'ai jamais réussi à rentrer dans les cases, ça ne marchait pas pour moi. Et parce qu'en fait, je m'écoutais, tout simplement, et c'est ce qui fait que ça fonctionnait pour moi. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça fonctionne, en fait, pour moi. Donc, il y a vraiment cette notion de écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Ça veut pas dire que si ça résonne pas pour vous, la personne en face de vous, elle a tort ou c'est pas juste. C'est juste que ça vous correspond pas à vous. Voilà, donc vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes de concepts, des tonnes et des tonnes de tu devrais faire ci, tu devrais aller voir ci, tu devrais faire comme ça.
Prenez-les. Je veux dire, un conseil, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Prenez tous ces conseils, mais faites le tri ensuite en fonction de ce qui résonne véritablement en vous. Et ce qui résonne pas en vous, mettez-le de côté. Peut-être que vous l'utiliserez jamais, ou peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que ce sera le moment pour vous, mais dans 5 ans, dans 10 ans, etc., etc. Il y a aussi une notion de temporalité terrestre qui est très importante. Il vaut mieux faire des petits pas que d'essayer de faire des grands pas et finalement de se décourager ou de se brûler les ailes. Voilà. Donc chaque chose en son temps et en fonction de qui l'on est, et on est tous différents, et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Super, eh bien c'est vraiment parfait, ça rentre exactement en résonance avec ce que je dis souvent dans les épisodes de podcast que je publie. Ce que je présente, c'est ma réalité, c'est ma vision, c'est ma conception des choses, mais chaque conception est juste puisque c'est notre conception individuelle, notre conception subjective. Donc merci encore infiniment Séverine, eh bien déjà pour tout ce que tu m'as apporté, puisque tu m'as formé il y a 1 an et demi, et pour tout ce que tu continues à faire, et entre autres pour cette interview. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt.